Et coucou YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il va donc s'agir d'un bilan lecture, un plutôt gros bilan lecture, puisque en tout j'ai lu, donc comme je disais, en 15-20 jours, j'ai lu 13 livres, dont 5 mangas. Hein. Les mangas, c'est sûr, c'est rapide à lire. En fait, j'en ai lu 8. Mais bon, 13 livres, plus 2 livres que j'ai abandonnés, donc je vais vous parler toujours en premier, hein, les abandons. Comme d'habitude, je suis en live sur Twitch. Et donc, comme d'habitude, je vais commencer par les moins bonnes lectures jusqu'aux meilleures, sachant que j'ai eu quand même plutôt des bonnes lectures. Mais pas non plus la folie. Donc, on va commencer direct avec les abandons. Et je vais commencer par un. Alors j'ai hésité, honnêtement j'ai hésité entre l'abandonner ou juste le mettre de côté, mais je me connais, je sais que je vais pas le reprendre. Il s'agit de Sur les ossements des morts de Olga Tokarczuk. Je suis pas trop sûre de la prononciation, honnêtement. C'est mon deuxième essai avec cette autrice et à chaque fois, bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc là, dans ce livre, en fait, tellement, j'ai même tout oublié de ce que j'ai lu. C'est horrible. J'ai lu quand même, pourtant j'ai lu peut-être un quart du livre, je pense, quelque chose comme ça. J'ai lu un quart du livre. J'ai complètement oublié comment s'appelait l'héroïne. J'ai même oublié ce qui se passait exactement. Si, je me souviens maintenant. C'est son voisin qui a été assassiné, je crois, ou non, qui s'est suicidé. Enfin bref, en tout cas, qui a été retrouvé mort dans des circonstances pas très nettes. Et voilà. Mais pour vous dire, je me rappelle que de ça, parce qu'en fait, tellement il se passait rien, tellement c'était long, tellement c'était... J'avais trop de mal. J'avais trop de mal à rentrer dans l'histoire, en fait, ça m'intéressait pas. C'était trop introspectif et trop... Pourtant, j'en ai lu plein des livres introspectifs et lents que j'ai beaucoup aimés, mais là, je sais pas, j'arrivais pas à rentrer dedans, en fait. J'arrivais pas à accrocher au style. Et voilà, en lisant un quart du livre, au bout d'un quart du livre, il s'est rien passé. Bon, bah au final, voilà, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, mais moi, j'arrivais pas. J'arrive pas à me forcer quand j'arrive pas à rentrer dedans. Au bout d'un moment, bon, voilà, c'était long. C'était trop long. Moi, il faut que je sois happée direct, en fait. Voilà, il faut que je sois happée. Si c'est pas par l'histoire, parce que forcément toutes les histoires démarrent pas au quart de tour, évidemment, il y a des fois c'est très long à se mettre en place et tout, mais si c'est pas par l'histoire, il faut au moins que ce soit par la plume. Et là, je trouvais que même la plume était un peu trop lourde, un petit peu. Coucou Steph, je viens juste de commencer. Donc du coup, ouais, j'ai laissé tomber. En plus, c'était plus long que ce que j'avais pensé. Et je me sentais pas de continuer avec celui-ci, donc je l'ai laissé au début. Je m'étais dit ouais, je vais le laisser de côté, je le reprendrai plus tard, mais en fait en y repensant, bah vous voyez, en plus j'ai même pas retenu ce qui s'était passé dedans tellement j'étais pas dedans. Voilà. Donc c'est pas grave, hein, ça arrive. Et j'avais déjà lu de cette autrice, alors c'était un roman très court, Les Enfants Verts, mais alors j'étais pareil, j'étais restée complètement en surface aussi. Donc du coup, ben voilà, tant pis, ça arrive. J'ai tellement de choses à lire que bon, peut-être que je passe à côté d'un grand livre. Et en plus j'aimais beaucoup la thématique, j'aimais beaucoup l'idée, mais la plume m'a pas du tout embarquée. Donc voilà pour... Bon, puis ah oui, si, je me rappelle aussi des délires un peu sur l'astrologie. Je suis pas du tout cliente de ça, donc c'était... Voilà. Voilà, voilà. Salut Oriana, j'espère que tu vas bien. Donc voilà pour celui-ci. Et le deuxième abandon, c'est un peu pour les mêmes raisons, finalement. Tempête de Andrea Michaud. Oh là là, pareil. C'était long, c'était long.
mon Dieu, que c'était long. Donc là, dans cette histoire, on suit une femme qui a hérité de la maison de son oncle, enfin du chalet de son oncle. Son oncle, a priori, se serait suicidé. Elle a hérité de son chalet en pleine montagne. Et en fait, quand elle va là-bas, elle est un peu confrontée, ouais, à la tempête. Elle va être plus ou moins bloquée chez elle. Et il y a un mec qui va venir la voir plusieurs fois. Et en fait, petit à petit, elle va un peu vriller, quoi. Voilà, en gros, elle va un peu y perdre sa santé mentale. Et c'était intéressant, mais en fait, ça me saoulait. Non, en vrai, ça me saoulait. Je trouvais que c'était un peu too much, cette histoire de nana qui vrille. Et je me demandais où l'autrice voulait en venir. Surtout qu'après, en parallèle, on suit un mec qui habite sur cette même montagne, mais de l'autre côté du versant, qui va venir c'est dans un camping, je crois, un genre de camping. Et en fait, il va y avoir une femme assassinée. Mais pareil, c'était bizarrement raconté. Oui, oui, la couve est classe. Euh, Viviane. Moi, j'aime bien l'astrologie, mais pas comme là, c'était traité, en fait. Voilà. Là, c'était trop sérieux. C'était trop pris au sérieux, en fait. Et ça me... Moi, pour moi, enfin, voilà, l'astrologie, c'est rigolo. Voilà, c'est... J'aime bien, hein, j'aime bien blaguer sur, ah oui, toi, t'es Gémeaux... t'es trop chiant, cerné, tout ça, machin, enfin bon, bref, ce genre de trucs. Mais après, par contre, voilà, quand c'est trop sérieux, non. Désolé, mais il y a des limites, quoi. Bref, donc là, ouais, dans Tempête, voilà, c'était... J'arrivais pas à comprendre où l'autrice voulait nous amener. Et en plus, ouais, je sais pas, c'était... La plume était très bizarre et très lente et très... J'accrochais pas du tout. Et en fait, au bout d'un moment, je suis allée voir des critiques. Je me suis dit, quand même, est-ce que les critiques vont me dire un petit peu où on va? Voilà, parce que des fois, c'est ça aussi. Parce que je me dis, bon, ça se trouve, ça va pas du tout aller vers là où j'aurais envie que ça aille. Donc je suis allée voir les critiques sur Babelio et là j'ai vu qu'il y en avait qui parlaient, qu'il y avait du fantastique dedans. Et puis surtout les critiques étaient pas super bonnes en fait. Il y avait plein de gens qui disaient ah j'ai adoré Bondrée mais alors celui-là pas du tout. Je suis la merde en fait j'aurais dû acheter Bondrée quand j'ai acheté parce que celui-là j'avais acheté au Quai du Polar. C'est roman noir. C'est roman noir. Voilà. Et ouais, du coup, j'ai vu ça, j'ai fait bon, allez, c'est bon, je vais pas continuer là-dedans, ça sert à rien. Si encore les critiques avaient dit, ouais, vous allez voir, au début c'est lent à démarrer, mais après, machin, oui, d'accord, mais là non, pas du tout. Donc là, c'est lent tout le temps apparemment, donc bon, allez, c'est bon, salut, je vais pas me forcer. C'est voilà, je l'avais pris pour la première semaine du Black November parce que c'était un roman poche. Mais bon, j'en avais d'autres à lire, donc c'était pas très grave. Voilà pour celui-ci. Et du coup, on rentre dans le vif du sujet avec les livres donc que je n'ai pas abandonnés. Et je commence avec un petit manga que j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé Masked Ship de Ryosuke Fumaki. Oui, je lis sur l'écran. Le tome 1, j'ai tenté ce manga qui était présenté comme un thriller un peu SF, puisque dans cette histoire, en fait, on suit une espèce d'organisation plutôt secrète finalement, oui, qui promet à des personnes lambda de réaliser en gros leur souhait de revoir quelqu'un qu'ils ont perdu, alors pas forcément quelqu'un de décédé, mais quelqu'un qu'ils ont perdu, voilà, de revoir la personne, mais en échange, il faudra que la personne ne parle, enfin que le client, on va dire, ne parle pas de cette organisation, ne révèle rien du tout de ce qui se passe, etc. Et donc on comprend vite que y a des gens qui ont parlé, mais qui ont été punis par cette organisation, donc on va découvrir comment. Et on va découvrir exactement ce que fait cette organisation. Alors, il n'y a rien de fantastique, hein, c'est
scientifique en fait, mais du coup ça fait un peu SF parce que c'est pas un truc, je pense, qui arriverait dans la vraie vie, hein, c'est plus de la SF. Mais j'ai pas trop aimé parce que je sais pas, j'ai trouvé que l'enjeu était pas ouf, que voilà, il y avait pas trop de suspense, ça faisait pas trop thriller finalement. Enfin si, oui, d'accord, il y a un peu l'épée de Damoclès et tout, mais il nous dévoile tout dès le départ en fait. Donc voilà, du coup ça manque un peu de suspense. Le héros, il m'intéressait pas spécialement. En plus, les dessins, j'ai pas du tout aimé les dessins. Franchement, les dessins étaient pas bons. C'est pas juste j'accrochais pas au style, c'est que vraiment les dessins étaient pas bons. La perspective, c'était une catastrophe. Ah, j'aurais dû le prendre pour vous montrer. Mais la perspective dans les dessins, c'était une catastrophe. Genre, tu voyais il dessinait des personnages. Les personnages, on avait l'impression, il les dessinait tellement mal, on avait l'impression qu'ils avaient une tête plus grosse que le corps. Alors que c'est pas du tout. C'était du dessin réaliste, hein, quand même. C'était à chaque fois les yeux comme ça. Enfin, c'était horrible. Les dessins étaient vraiment très laids, très mal foutus. Voilà, donc du coup, ouais, non, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé, je lirai pas la suite. J'ai pas détesté non plus l'histoire, mais bon, bof. Ça m'a pas du tout donné envie de lire la suite. Voilà. Ouais, bah moi, des fois, ça peut arriver, voilà, si vraiment l'histoire est bien, je me dis, bon, les dessins, c'est pas très très grave. Il y a des fois où j'ai lu des mangas où les dessins étaient pas ouf, hein, mais comme l'histoire était bien, ça passait. Mais là, comme il y a les deux en même temps, bon, ben, forcément, ça aide pas. Ça aide vraiment pas. Voilà. Ah ouais, non, mais là, par contre, non, c'est vrai que là, pour le coup, je crois que même si l'histoire avait été bien, franchement, les dessins étaient vraiment pas bien. Je comprends pas comment ça a pu passer, même tellement c'est laid. C'est vraiment, il y a vraiment des problèmes de perspective dedans. C'est une catastrophe, quoi. Je comprends pas. Enfin bon. Bref, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai lu L'Hacienda d'Isabelle Cañas, qui était donc un roman gothique, un peu horrifique, qui se passe au Mexique. Ça rime. Coucou Laurence, j'espère que tu vas bien. Et alors, c'est con parce que ce roman, il avait vraiment tout pour me plaire. Et en fait, j'ai pas été de ouf. J'ai pas détesté, mais j'ai pas été de ouf. Vraiment. Donc, dans cette histoire, on suit. Je ne vais même pas me rappeler des prénoms. Déjà que de base, j'ai du mal avec les prénoms. Alors, quand j'ai pas trop kiffé le livre. Béatrice. Ouais, si c'est ça. Béatrice. Béatrice qui vient d'épouser un propriétaire d'une hacienda, un mec assez riche en fait. Elle est pas d'une engeance très aisée. Son père, c'était un révolutionnaire, enfin c'était un rebelle en fait. Il a été arrêté, il a été exécuté. Parce qu'en fait, on est au Mexique et il y a tout un truc un peu politique par rapport donc au gouvernement en place, etc. Et en fait, ben voilà, elle était d'un milieu plutôt, du coup plutôt pas pauvre, mais pas très bien loti, on va dire. Et elle a eu cette opportunité d'épouser donc cet homme plutôt aisé, plutôt riche même. Et donc elle a saisi malgré le fait que bah, par contre c'est un comment un pro-système quoi en fait. Hein. Pourquoi il y a ce stylo là? Et donc forcément sa mère elle était pas très contente, hein, mais bon voilà, pas le choix parce que bah oui il faut bien manger, il faut bien vivre, etc. Coucou Yamina, ça va, j'ai commencé il y a pas longtemps. Et du coup en fait donc elle va aller vivre avec lui dans son hacienda, d'où le titre, sauf que en fait quand elle arrive elle se rend vite compte que la maison, il y a des mauvaises ondes, il y a quelque chose là, enfin voilà, elle se sent pas bien et elle va avoir certaines visions en fait, elle va voir certaines choses que évidemment les autres vont pas voir, sinon c'est pas drôle. Et voilà, et elle est persuadée donc que la maison est possédée et elle va faire appel à un prêtre
pour l'exorciser. Et en fait, ce prêtre, enfin, ils vont un peu se lier d'affection l'un et l'autre. Et voilà, bon, j'en dirai pas plus. Coucou Ellie, j'espère que tu vas bien. Et voilà. Et en fait, bon, j'avoue que j'ai eu un peu de mal parce que j'ai trouvé ça, décidément, très long. Enfin, il y avait beaucoup de longueur. J'ai pas aimé. Enfin, je sais pas, j'ai eu du mal avec la personnalité de la protagoniste. J'ai trouvé que c'était pas très original dans la façon dans le traitement du truc. Enfin, je sais pas, c'est bon finalement, hein. Alors oui, il y a un aspect un peu politique derrière, etc. Mais je sais pas, je trouvais que c'était trop basique en fait, cette histoire de maison hantée, machin. Bon, ok, il y a une histoire derrière, mais c'était pas super original. Je sais pas, je m'attendais à des révélations un peu plus folles en fait. Et je sais pas, il y avait trop de longueur. J'ai eu vraiment du mal. J'ai eu vraiment du mal. Il y avait des moments où j'étais à fond dans ma lecture. Franchement, on va pas se mentir, hein, c'est pour ça que je dis, j'ai pas détesté non plus cette lecture. Il y avait des moments où j'étais à fond. Et il y avait des moments où ça retombait comme un soufflet. Et alors j'ai bien aimé la fin, mais voilà, j'en garderai pas un souvenir impérissable. Et je suis très déçue parce que vraiment il y avait tout pour me plaire. Et c'est dommage parce que oui, le fond est intéressant, mais je sais pas, il y a plein de trucs qui m'allaient pas, quoi. Voilà. J'ai l'impression de pas avoir dit grand-chose, en fait, mais parce que c'est vraiment un ressenti. Euh, je sais pas, quand je lisais, j'étais pas dedans, en fait. J'étais pas dedans. J'ai pas accroché au personnage. J'ai pas trop accroché à l'intrigue. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus, peut-être, un peu plus... pas flippant, mais un peu plus horrifique, un peu plus... avec un peu plus d'enjeu, peut-être, je sais pas. Mm. Ouais, voilà, c'est surtout plus qu'une mauvaise lecture, c'est surtout une déception en fait. C'est pas une mauvaise lecture, c'est une déception. C'est vraiment ça. C'est vraiment la déception parce que j'attendais beaucoup de ce livre. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai lu Elma de Eva Björg Egisdottir. Pour donc l'Hacienda, j'ai oublié de préciser, hein, l'Hacienda, je l'avais lu en octobre. Pareil pour sur les ossements des morts, c'était en octobre. Donc littérature gothique, tout ça, hein. Donc là, on retourne dans le Black November. C'est pas dans l'ordre chronologique, hein, c'est pour ça. Donc celui-là, je l'ai lu pour la première semaine, hein, lire un thriller au format poche. Coucou Sabine et merci pour ton abonnement, merci beaucoup. Et coucou Nelly également. Ah, pour l'Hacienda, tu veux dire, Adeline? Non, c'est pas du tout un roman d'ambiance. Enfin, bien sûr qu'il y a une ambiance et tout ça derrière, mais c'est vraiment plus un livre un peu politique en fait. Un peu politique, un peu... et puis un peu l'archétype de l'histoire de la maison hantée, etc. Voilà. Après, oui, il y a une ambiance gothique, évidemment, qui est prenante, mais j'ai pas adhéré. J'ai pas adhéré. Justement, j'ai pas ressenti cette ambiance que j'adore d'habitude dans les romans gothiques, en fait. J'ai pas ressenti ça avec l'Hacienda. C'est ça qui m'a manqué aussi, je pense. Voilà. Ok. Sabine, je sais pas comment tu fais, hein. Moi, quand je lis, je lis. J'entends plus rien après. Donc, Elma. Revenons sur Elma. Alors, c'est un tome 1 d'une saga dont la protagoniste est une inspectrice qui s'appelle Elma. Voilà. Et donc là, dans cette histoire, en fait, donc Elma est une jeune femme qui est donc originaire d'une ville qui s'appelle Akranes, je sais pas trop comment ça se prononce. Et donc c'est en Islande, hein, ça se passe en Islande. Et elle est partie, en fait, faire sa vie de famille à Reykjavik, dans la capitale. Et là, en fait, je crois qu'elle... Parce que je crois pas qu'elle a un enfant, il me semble pas. Elle s'est séparée de son compagnon et elle va revenir dans sa ville d'enfance.
Voilà, bon, un truc classique, hein, jusque-là. Voilà, et en fait, alors pour une certaine raison, voilà, c'est pas seulement parce qu'elle s'est séparée. Et le truc, c'est que, évidemment, donc quand elle arrive, alors du coup, elle va travailler là-bas, hein, en tant que flic. Et quand elle arrive, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il y a un meurtre, parce que sinon, c'est pas drôle. En plus, alors, c'est marrant parce que dans l'histoire, elle dit au début qu'en Islande, il y a eu depuis l'année 2000, il y a eu seulement une vingtaine de meurtres. Donc, ce qui fait un par an, quoi, en gros. Et là, je dis là, putain, mais du coup, comment elle va expliquer que... Remarque, un par an, oui, j'imagine que ça va être un par an la saga à chaque fois, mais bon, euh, si on additionne toutes les sagas avec les Erlendur, les Ragnar Jonasson et tout ça, ça fait plus que 20 morts, hein, dans l'histoire, je pense. Hein. Comme quoi, c'est pas très réaliste, les thrillers islandais. Franchement, j'ai rigolé quand j'ai vu ça. Je suis là, ouais, d'accord, il y a eu que 20 morts depuis 2000. Et toi, comme par hasard, tu vas arriver dans ta ville natale, il va y en avoir 15, quoi. Bon, bref, il y a un meurtre. C'est une femme qu'elle connaît plus ou moins, hein, puisque dans sa petite ville, qu'on peut appeler un village, hein, je pense, à la hauteur de l'Islande, c'est une ville, mais à notre hauteur, à nous, c'est un village. Tout le monde se connaît, hein, voilà. Et donc, elle va enquêter là-dessus, et donc, évidemment, on va y avoir tout un passé. Elle-même, ça va révéler des trucs de son passé, etc., etc. Donc, c'était très intéressant. C'était très sympa comme enquête, pas de souci, ça s'est très bien lu. Même si parfois il y avait quand même quelques longueurs, honnêtement, des fois sur... Le personnage d'Elma, pareil, voilà. En fait, quand j'accroche pas au personnage, je crois que ça casse un peu le truc. Hein. J'ai pas trop accroché au personnage d'Elma. J'ai pas été en empathie avec elle. Et du coup, voilà, quand elle a parlé un peu d'elle et tout ça, j'ai là, ouais, bon, je m'en fiche un petit peu. C'est pas un one-shot, comme je disais tout à l'heure, c'est le premier tome d'une saga. Et je sais pas combien de tomes, il doit y en avoir 3 là qui sont sortis, si je me trompe pas. Et voilà, du coup, mais l'enquête était bien, voilà, la fin était bien, il y avait des petites révélations sympas, mais ça restera pas un truc de ouf, honnêtement. Là, voilà, ça fait 10 jours que je l'ai lu et j'en garde pas un souvenir impérissable déjà. Alors, dans un mois, je l'aurais complètement oublié, hein, je pense. Oui, 3 sorties, oui, bah, ça, je sais pas jusqu'à combien elle va aller après, hein. Voilà. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, ça va, c'est vrai qu'on fait pas forcément gaffe à tout. Et voilà, donc voilà, sans plus. C'était sympa à lire, mais ça restera pas dans les annales. Et je pense pas que je lirai la suite. Franchement, je pense pas que je lirai la suite. J'ai pas assez accroché au personnage d'Elma pour avoir envie de continuer avec elle. Voilà. Parce que quand le personnage me plaît, même si l'enquête est pas ouf, j'ai envie de continuer, justement, parce que d'autres nouveaux tomes, nouvelle enquête. Mais là, non. Tant pis, ça arrive, hein. Qu'est-ce que vous voulez, voilà. Mais c'était pas une mauvaise lecture, hein, de là. Voilà pour celui-ci. Ensuite, La belle famille de Laure de Rivière que j'ai lu au début de cette semaine pour la deuxième semaine du Black November, donc thématique intrafamiliale, où l'on suit donc Manon, qui est une jeune femme qui travaille pour des services à la personne en fait, et elle va être embauchée par une famille donc pour faire du babysitting, enfin s'occuper des enfants, en tout cas s'occuper des enfants, un petit peu du ménage aussi, voilà. Et en fait, quand elle arrive dans cette famille, elle se rend compte que c'est une famille ultra catho, ultra guindée. Ils ont 5 enfants, tous plus ou moins en bas âge, hein. L'aîné a 10 ans, et après, voilà, ça va jusqu'à la petite dernière qui a 1 an. Et moi, ça sera pas un coup de cœur, honnêtement. Mais bon, je vais y venir. Mais j'ai beaucoup aimé. Hein.
Et donc voilà, famille, ouais, guindée, tout ça, mais bon, elle se dit, bon, de toute façon, Manon, elle s'en fout, hein, elle est juste là pour s'occuper des gosses, et puis point barre. Mais elle sent que l'accueil n'a pas été de ouf. Et puis, quelques temps plus tard, il se trouve que la mère de cette famille-là va se suicider. On l'apprend très vite, hein, c'est pas un spoil. Et donc, le père fait appel à Manon en disant, bon voilà, maintenant, là, vous allez être à temps plein, il faut, je peux pas m'occuper seule de 5 enfants, je travaille et tout, il faut que vous soyez là pour vous occuper des gosses. Et petit à petit, donc, Manon va entrer dans la vie de cette famille qui a été amputée d'une mère. Et voilà. Je pense pas que je puisse aller plus loin parce que ça serait dommage, en fait, de tout dévoiler, mais en gros, il va quand même être question de relations toxiques, notamment de racisme, parce que Manon, elle est métisse, et là, on a affaire à des ultra-cathos, hein, on rappelle. De pas mal de thématiques comme ça, plutôt sociétales, sociales, etc. Et c'était au niveau de l'histoire et tout ça, c'était vachement bien, c'est vrai, voilà, j'étais vraiment... j'ai quand même plutôt bouffé l'histoire. Alors, il faut rappeler aussi que c'est inspiré, je dis bien inspiré d'une histoire vraie, c'est pas la vraie histoire, mais c'est inspiré. Voilà, après elle a romancé, hein, elle a romancé le reste, hein, Lord de Rivière, mais voilà. C'est plutôt page turner, ouais, parce que vraiment on a envie de savoir. Alors, c'est long à se mettre en place, honnêtement, c'est assez long à se mettre en place quand même, on va pas se mentir. Surtout qu'il y a toute une partie un peu romance, entre guillemets, qui est assez longuette, mais bon, on comprend qu'il faut en passer par là, voilà. Qui, moi, je là, bon, ok. Mais en fait, moi, le gros défaut de ce livre, pour moi, c'est l'écriture. Vraiment, je trouve que la plume est très, très faiblarde. Franchement, franchement, il y a des moments où ça m'a gênée. Il y a des moments où ça m'a gênée. J'avais l'impression de... Pas de lire un truc pour enfants, hein, mais je sais pas, je trouve que en fait, la légèreté de la plume, la simplicité de la plume, gâchait un peu le côté très sombre de l'histoire. Et du coup, bah, il y a des fois, ça me sortait vraiment, hein, comme quoi l'écriture, c'est important aussi. Moi, voilà, vraiment, des fois, ça me sortait de l'histoire. Parce que c'était trop, je sais pas, il y avait des trucs un peu trop, ouais, enfantins, je sais pas comment c'est... C'était pas très bien écrit, je suis désolée hein, pour Lord de Rivière, mais franchement, c'était pas très bien écrit. C'était trop... C'était... même le young adulte que je lis est plus poussé que ça, pardon, hein, je suis désolée, mais moi, franchement, j'ai pas trop aimé l'écriture. J'ai pas trop aimé l'écriture, c'est vraiment, il y a des fois où ça me sortait un petit peu de l'histoire. Mais bon, après voilà, l'histoire en elle-même est excellente, hein, sinon... Non mais je sais que beaucoup l'ont aimé. Je sais pas combien elle a fait de livres, ouais, c'était peut-être son premier. Mais après voilà, après je sais qu'il y a énormément de gens qui ont aimé, je sais, voilà, je suis peut-être un populaire opinion, comme dirait Séverine, mais n'empêche que voilà, c'est juste ça. Parce que moi j'aurais aimé que ce soit, ouais, j'aurais aimé que ce soit un peu plus profond, un peu plus dur, avec une plume un peu plus dure. Vraiment que ça montre un peu l'ampleur du truc. Parce que là, le problème, c'est que bah, ça rend les choses moins crédibles. Franchement, ça rend les choses moins crédibles. J'avais l'impression de lire, ouais, un petit thriller young adulte, là. Ça faisait un peu ça, quoi, en fait. Et du coup, ouais, voilà, ça manquait un peu de profondeur dans la plume qui aurait fait que là, ça aurait été... Je pense que s'il y avait eu la plume qui allait avec, vraiment, ça aurait été un coup de cœur. Mais là, du coup, ouais. Après, voilà, j'ai beaucoup aimé, notamment, ouais, la thématique du racisme qui était bien... et puis, bien évidemment, l'anticléricalisme du livre, évidemment. Ça j'ai adoré. Voilà, le côté...
critique du catholicisme intégriste, du Front National aussi. Et puis bon, bah, évidemment, grosse critique de la masculinité toxique, hein, clairement, voilà. Toute la partie sur la santé mentale aussi était très intéressante. Ça, c'était bien traité. C'était bien traité, même si des fois j'avais l'impression limite qu'on trouvait un peu des excuses. Euh, ça m'a peut-être un peu gênée. Ah oui, bon d'accord, la santé mentale c'est bien joli, mais ça excuse pas tout non plus. Ben c'est ça, Adeline, franchement, ouais, je suis désolée, mais c'est vrai, pour moi, la plume a vraiment retiré de la crédibilité au livre. C'est dommage, c'est tellement dommage parce que, franchement, ça aurait pu être, vraiment, ça aurait pu être un coup de cœur. Vraiment, ça aurait pu être un coup de cœur s'il y avait eu une écriture un peu plus poussée pour moi. Mais c'était très bien, c'est quand même un livre que je peux recommander parce que, en plus, voilà, c'est inspiré d'une histoire vraie. Ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Je pense que c'est toujours bien de le mettre en avant et voilà, et je regrette pas de l'avoir lu et franchement cette semaine là de thématique intrafamiliale, j'ai eu que des bonnes lectures donc je suis contente. Voilà, donc je finis sur un truc positif quand même pour dire que c'était quand même une très bonne lecture, hein, vraiment, voilà. Je sais qu'il y en a qui s'en fichent un peu de la plume donc je tiens à dire que sur le fond c'était excellent. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on passe à Girls in the Dark de Cara Thomas, qui était donc un thriller young adulte, dans lequel que j'ai lu pour la première semaine du Black November parce que format poche, mais qui aurait pu aller pour la deuxième semaine. C'était très intéressant, même si ça a mis du temps à devenir vraiment intéressant quand même. Oui, j'ai beaucoup aimé. Alors, je t'avais déjà répondu, Laurence, sur la question. Elle a écrit, ouais, Cara Thomas, elle a écrit plusieurs thrillers young adultes. Elle a écrit Little Monsters, Cheerleaders. Alors, je crois que le titre, il a changé, mais je me rappelle plus ce que c'est. Mais il y a Cheerleaders dedans. Et Last Weekend. C'est le seul que j'ai pas lu, Last Weekend, d'ailleurs. Que je lise. Yes. Il y a un service à répétition. Ça veut dire quoi? Et donc, dans Girls in the Dark, on suit Tessa dont le père, en fait, est en prison. Son père est en prison parce qu'il a commis quelques années auparavant un braquage, mais un braquage qui s'est plutôt mal terminé. Alors, il a tué personne, mais il a blessé quelqu'un. Et donc, au moment où il est allé en prison, sa fille est partie, donc Tessa est partie vivre chez sa grand-mère parce qu'il se trouve que dans le même temps, en fait, il y a eu plusieurs événements à peu près dans le même temps, quand elle avait 8-9 ans. C'est que donc son père est allé en prison, une fille de son entourage, donc qui était, je crois, la meilleure amie de sa sœur, a été tuée. Et sa mère l'a plus ou moins abandonnée en fait, suite à l'histoire de père en prison. Bref, tout ça pour dire que tous ces événements ont fait que Tessa est partie vivre chez sa grand-mère dans un autre état, en Pennsylvanie. Non, le Pennsylvanie c'est là où il y a le père et elle est partie vivre je sais plus où, dans un autre état, peu importe. Et donc au début du roman, on va appeler Tessa pour lui dire que son père est très malade, il a un cancer. Il est en phase terminale et du coup, si elle veut le voir avant sa mort, faut qu'elle vienne en Pennsylvanie. Et donc, elle n'a pas du tout envie d'y aller parce qu'elle n'a plus du tout envie d'avoir quoi que ce soit à faire avec son père. Et... D'accord, ok. Mais bon, elle se dit, bon, allez, je vais quand même y retourner. Surtout elle a envie de revoir un peu son ancienne meilleure amie, même si elles se sont pas quittées en bons termes. Et pour cause, puisque en fait, voilà, ajouté à tout ça, il se trouve que, donc je vous parlais de la meilleure amie de sa sœur qui avait été tuée. Il se trouve qu'en fait,
ils ont arrêté, a priori, la personne qui a fait ça, qui était un tueur en série. Le souci, c'est que il a été arrêté notamment en grande partie sur la base d'un témoignage de Tessa et de sa meilleure amie. Et le problème, c'est que ce témoignage, il n'était pas vrai. Voilà. Et en fait, Tessa, elle a un peu ça sur la conscience. En mode, ben, ça se trouve, c'est un homme qui a été... Alors, en fait, elle pense pas que le tueur en série, c'est pas lui. Elle pense que c'est pas le tueur en série qui a tué cette dernière victime parce que la victimologie est un peu différente. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Toujours est-il que voilà, elle est persuadée qu'il y a un assassin en liberté et elle va être confortée dans cette idée puisque, comme de par hasard, il y a quand même un peu de facilité scénaristique, on va pas se mentir, hein, mais bon, comme par hasard, quand elle revient en Pennsylvanie pour voir son père, qui d'ailleurs va décéder avant qu'elle ait eu le temps de le voir, bref, il se trouve qu'une ancienne amie à elle va être tuée elle aussi. Or, et sur le même schéma que les autres. Or, le présumé tueur est en prison. Et donc voilà, va commencer plus ou moins une enquête en fait. Et elle va s'en mêler parce qu'elle est persuadée que sa sœur est impliquée là-dedans et que sa sœur a disparu. Donc elle va partir à la recherche de sa sœur, va partir à la recherche de sa mère. Et en fait, il va y avoir toute une quête comme ça de qu'est-ce qui s'est passé, où est sa mère, où est sa sœur, voilà. En gros, vraiment, on va plonger un peu dans les histoires de famille. Et c'était extrêmement intéressant. Et franchement, j'avoue que, alors oui, au début, bon, j'étais là, oui, bon, beaucoup de facilité scénaristique, parfois quelques longueurs aussi. Donc, aux deux tiers du livre, j'étais en mode, bon, c'était très sympa, voilà, petit thriller, comme d'habitude avec Cara Thomas, voilà, petit thriller young adulte, sympatoche, tout ça, bon, qui restera pas dans les annales, mais qui aurait été une bonne lecture. Ça, c'était mon avis aux deux tiers du livre. Et puis, le dernier tiers, ça s'enchaîne. Là, d'un coup, ah ouais, donc là, dernier tiers, grosse révélation, grosse révélation sur sa famille, notamment, sur qui a fait quoi, surtout que pendant tout le livre, tu émets beaucoup d'hypothèses. Franchement, moi j'avoue, alors il y avait des trucs sur lesquels j'avais raison, hein. Tu émets beaucoup d'hypothèses, tu changes d'avis, etc. Et au final, ben voilà, toutes les pièces, parce qu'il y a beaucoup de pièces de puzzle, on va dire, hein, dans ce livre, et tout s'emboîte à la fin, et c'était vachement bien. Mais voilà, si j'ai un défaut à donner à ce livre, c'est vraiment pas mal de facilité scénaristique. On va pas se mentir, il y a des trucs un peu gros. Voilà, il y a des trucs un peu gros, un peu trop de coïncidences heureuses ou malheureuses. Enfin, bref. Mais non, pas un coup de cœur. Ce sera pas un coup de cœur quand même parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ce défaut-là. Mais c'était vachement bien. C'était vachement bien et j'avoue que j'ai quand même bouffé le dernier tiers. Bah, c'était en Read With Me avec vous que j'avais lu cette dernière partie et que j'étais là, ah ouais, quand même. Ah ouais, ok. Non, c'était franchement, la fin est très bien, les révélations sont très bien, ça va à 100 à l'heure sur ce dernier tiers. Et voilà, franchement, c'est le meilleur de Cara Thomas que j'ai lu. Voilà. Ouais, c'est vrai, Safaya, ouais, moi aussi, c'est souvent. Alors, des fois j'ai raison, des fois j'ai en partie raison. Là, j'avais en partie raison, mais quand même, j'avais raison sur certains trucs, mais j'étais quand même loin de me douter du pourquoi, du comment. Ça m'a fait penser... Il y a une thématique qui est assez ouf dedans, j'avoue. Ça m'a fait penser à un autre thriller, je vous dirai pas lequel, évidemment, pour pas spoiler. Mais du coup, je trouvais que cette thématique, elle était vraiment bien. J'aime beaucoup cette thématique. Pas forcément ultra crédible, on va pas se mentir, mais vraiment bien. Voilà. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses. C'est ça le problème. C'est pour ça que je dis qu'il y a un peu de facilité scénaristique, parce qu'il y a quand même beaucoup trop de choses dans le truc. T'es là, bon, tu vas un peu loin, Cara Thomas, mais c'était cool. C'était cool, ça passe. Non, non, je spoil pas. Bah non, parce que c'est une des révélations, justement. Donc si je spoil cette thématique, je spoil quasiment tout le livre. Donc on va éviter quand même. Ça serait un peu dommage. Mais voilà. Ouais. Faudra le lire. Non, c'était cool. Franchement, c'était cool. En fait, c'est le genre de livre
Ça me fait penser à certains thrillers, comme par exemple, pas pour les thématiques, hein, mais pour le rythme et tout ça, et pour le côté un peu too much mais cool. Ça me fait penser à genre L'innocence des bourreaux de Barbara Abel, par exemple. C'est ce genre de livre où, quand tu lis, tu sais qu'il y a plein de trucs qui sont quand même pas très crédibles, mais ça passe parce que le rythme du livre est tellement bien foutu, et puis ça... Disons que la crédibilité est là, parce que bon, il y a l'écriture aussi qui est bien, mais l'autrice arrive en fait à te faire croire en fait à tout ce qu'elle écrit. Parce que c'est présenté de façon assez sérieuse finalement, et autant il y a des livres où vraiment je trouve ridicule l'avalanche de twists sur la fin. Alors là, c'est pas vraiment une avalanche de twists, là c'est encore autre chose. Mais autant voilà, il y a des livres où je trouve ridicule quand il y a 40 milliards de twists et que c'est trop et c'est pas crédible et c'est ridicule, voilà. Autant il y a des livres où bizarrement ça passe. Et celui-là, ça passe. Faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça. Mais Barbara Abel, typiquement, elle fait des livres où il y a beaucoup d'invraisemblances, mais ça passe parce qu'elle arrive à bien mener le truc et parce que t'es à fond dans le suspense et tout. Et là, c'est un peu ça aussi, et voilà. Donc, t'aimes ta compatriote? C'est qui ta compatriote? Et... Ah oui, Barbara Abel, tu veux dire. Je viens de percuter. Puisqu'elle est belge. Après, c'est pas le même... Attention, hein, je dis ça, c'était pour comparer par rapport au fait qu'il y ait des invraisemblances, mais ça passe. Mais c'est pas du tout le même style d'écriture que Barbara Abel, je précise quand même. Hein. Je tiens à préciser quand même. Barbara Abel, c'est à part. Voilà. Oui, du coup, j'ai compris avant de... avant que tu répondes. Ouais, je sais. Alors, je sais que Barbara Abel, elle divise justement par rapport à ça, quoi. Je sais qu'il y en a plein qui aiment pas parce que, effectivement, peut-être un peu trop de facilité. Moi, ça passe, ça fait partie des auteurs et autrices pour lesquels ça passe parce que elle a une plume qui fait que, enfin, moi, j'accroche en tout cas. J'adhère totalement. Mais voilà. Je sais pas. Après, c'est souvent des ressentis. Hein. Il y a des fois, c'est pas explicable. Hein. Pourquoi il y a des livres où voilà, c'est invraisemblable, ça me plaît pas. Et pourquoi il y en a, c'est invraisemblable, mais ça passe. C'est vraiment des fois des ressentis comme ça. Faut pas. Voilà. Bah ouais, tante Adeline, franchement, tu pourrais aimer hein, Barbara Bell. Hein. Tu pourrais aimer. Derrière la haine, il est vachement bien. C'est son meilleur hein, pour moi. Hein. Pour le coup, c'est celui où il y a le moins d'invraisemblance. Derrière la haine, c'est le plus crédible de tous. Non, on peut pas tout expliquer, c'est clair. Des fois, c'est des ressentis. C'est pour ça que faut pas forcément se fier aux avis des autres aussi. Hein. Des fois, voilà. Hein. C'est pas parce que quelqu'un, même quelqu'un qui a les mêmes goûts que nous, parce que des fois, ça peut être que des ressentis. Ben, par exemple, l'Hacienda, je sais que Karine avait adoré. C'était pour ça que je l'avais mis dans ma wishlist. Et Karine, en général, on a plutôt les mêmes goûts. Karine, mon coin lecture. On a plutôt les mêmes goûts. Mais là, voilà, j'ai pas accroché. Donc, des fois, ça s'explique pas. C'est comme ça. Ouais, le tome 2, c'est... non, c'est après la fin. Il y a derrière la haine et il y a après la fin. Mais le tome 2 est moins bien. Franchement, le tome 2 est pas ouf. Ah oui, c'était celui que t'as lu, c'était autour des vivants. Non, nous les vivants. Non, et les vivants autour. Putain, j'étais là, je mélangeais tous les mots. Et les vivants autour, c'était ça. Ah oui, bon, c'est pas les vivants parmi nous, c'est les vivants autour. Si je me trompe pas, ouais. Oui, oui, bah après je comprends, je comprends, je comprends. Après c'est pas son meilleur, hein, celui-là. Hein. Clairement, c'est bon. C'est peut-être même un de ceux que j'ai le moins aimé et le vivant autour. Voilà, bah tiens, Viviane te dit pareil, c'est pas le meilleur. Franchement, non, je pense que... Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, alors on passe à un petit manga. Parce que je vous avais dit qu'il y avait quelques mangas. Remina de Junji Ito. Voilà. Vous savez, vous connaissez mon amour hein, pour cet auteur. Horrifique. Hein. Donc là, avec Remina, en fait, on est dans une dystopie. On est dans un futur... on est dans le futur plutôt proche. D'ailleurs, c'était très marrant parce qu'en fait, au début, j'avais pas percuté qu'on était dans le futur. Et à un moment, c'est très drôle, mais
À un moment, en fait, Rémina parle avec son père, juste avant que je vous parle de l'histoire, juste cette petite anecdote, Rémina parle avec son père, et en fait, elle parle en visio sur sa montre. Et donc, sur le moment, bah, ça choque pas, parce qu'il y a plein de gens qui font ça, hein, voilà, c'est pas gentil. Et là, j'ai percuté, mais je suis là, mais attends, mais Junji Ito, ça date pas de cette année, quoi. C'est surtout que ça, c'est des rééditions. Donc Junji Ito, on est plus dans les années 90, quoi. Je suis là, il n'y avait pas ça dans les années 90. Et du coup, je regarde la date, et je crois que c'était 2005. Et 2005, il n'y avait même pas encore eu les premiers smartphones, donc il n'y avait clairement pas de montre où on pouvait se parler en visio. Et c'est là que j'ai percuté qu'en fait, c'était dans le futur. Et du coup, j'étais là, putain, mais en fait, Junji Ito, il a imaginé un truc qui existe maintenant, quoi. C'est trop drôle. Donc voilà, c'était juste une petite anecdote. Donc en fait, oui, voilà, on est dans un futur plutôt proche. Et on suit un scientifique qui va découvrir une nouvelle planète. Et il va donner à cette planète le nom de sa fille, qui s'appelle Rémina. Donc, le truc, c'est que, donc, jusque-là, tout va bien, gros succès. Et Rémina, en fait, elle va connaître le succès via son père, puisque, bah voilà, elle a le nom d'une planète, c'est super cool et tout. Et en fait, comme c'est une très belle jeune fille, on va lui proposer de faire de la pub, enfin voilà, elle va devenir une petite star du showbiz comme ça. Alors qu'elle est elle est assez modeste, hein, Rémina, au début, enfin voilà, en fait, elle va accepter, on va comprendre plus tard pourquoi elle a accepté d'être recrutée par un agent. Et, et en fait, le problème, c'est que on va découvrir, d'autres scientifiques vont découvrir que Rémina s'approche dangereusement de la Terre. Et pire encore, que en fait, sur son passage, elle absorbe les autres planètes. Et donc, du coup, on déduit que ben, il y a potentiellement la fin du monde qui arrive. Voilà. Et ça va entraîner ben, quelque chose de problématique pour Remina qui va subir un peu le contre-coup de cette nouvelle. Et on va partir dans un truc de secte. Enfin, voilà, c'est vraiment chasse aux sorcières, quoi. Voilà, complètement chasse aux sorcières. Ça m'a un peu fait penser aussi à Mangez-le si vous voulez de Jean Telet. Cette thématique-là. Et voilà, et donc ça se transforme un peu en gros survival. Et c'était très bien, mais c'était génial parce que c'est du Junji Ito. Après, c'est un Junji Ito mineur pour moi. C'est pas le meilleur que j'ai pu lire parce que ben, ça manque un peu. J'ai trouvé que ça manquait un peu de messages comme il a l'habitude d'en faire. Alors, oui, à part le côté chasse aux sorcières, hein, si, maintenant, voilà, il y a ça, mais je sais pas. Bah, c'est plus du survival qu'autre chose. Voilà. Mais c'était quand même vachement bien. C'était quand même génial. Il y a des trucs intéressants dedans sur ben, voilà, la partie sombre de l'être humain. Bon, après, ça, c'est spécifique à Junji Ito, évidemment. Hein. Et la mégalomanie aussi, plein de choses comme ça. Le retournement de veste. Bref. Ah, courage, Malo. J'ai pas vu vos coms du coup là. Non, ça va, y a rien de. Et voilà, mais c'était excellent, comme d'habitude Junji Ito, hein, voilà. Je le mets pas plus haut parce que c'est vrai que j'ai eu quand même des lectures un peu plus poussées, on va dire, dans les thématiques et tout ça, donc c'est pour ça qu'il est aussi bas, mais ça reste, voilà, ça reste toujours très bon, Junji Ito. Voilà pour celui-ci. Alors, un autre manga que j'ai beaucoup aimé également, il s'agit de Walking Cat de Tomo Kitaoka, je crois. Qui en fait, alors c'est très sympa, c'était très sympa. Donc on est dans un monde de zombies, apocalypse zombie, un peu comme, d'où le titre, un peu comme The Walking Dead. Hein. Et ouais, il y a un chat. Et en fait, dans cette histoire, donc notre héros, notre protagoniste,
va tomber sur un chat, donc alors qu'il est en mode survie. Il cherche, alors le protagoniste, il recherche sa femme, il est persuadé qu'elle est en vie quelque part. Et dans sa quête, en fait, voilà, il va tomber sur un chat. Et ce chat va l'accompagner dans ses aventures et il va lui sauver la vie même, quelquefois. Et vraiment, c'était vachement bien. Bon, ben voilà, encore une fois, l'amour. Excusez-moi, je sens que je dois me moucher encore. Toujours les allergies, ça s'arrange pas. C'est assez terrible, excusez-moi. Donc je disais, l'amour des Japonais pour les chats. Vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Et voilà, pour eux, c'est le chat, c'est un messie, quoi. C'est un ange tombé du ciel. C'est quelqu'un qui va forcément t'aider dans ta vie. Et voilà, c'est vrai que les Japonais sont très adeptes de la ronron thérapie, notamment. Bref. Et donc là, voilà, le chat qui vient à chaque fois sauver la vie du protagoniste et qui lui aussi va sauver la vie du chat. Et enfin voilà, c'est une très belle relation qui se crée, tout ça au milieu des zombies et tout ça pour retrouver sa femme. Et la fin. C'est que le tome 1, hein, c'est que le tome 1, mais la fin, mon Dieu, j'ai versé un peu ma petite larme. Enfin, j'étais surtout choquée, en fait, parce que je m'attendais pas à ça. Et je vous rassure, le chat est toujours là. Sinon, ça s'appellerait plus Walking Cat si le chat était mort dans le premier tome. Mais c'est juste que voilà, il va se passer quelque chose de... vraiment une chose à laquelle on s'attend absolument pas. Et je suis restée conne. Et du coup, voilà, c'était vachement bien fait. C'était très intéressant. C'était un truc de zombie assez, finalement, qui change un peu de l'ordinaire. En plus, c'est bien parce que ça montre pas tous les hommes, enfin voilà, dans les trucs de zombies, tous les hommes, toutes les personnes, hein, tous les êtres humains sont horribles. Enfin voilà, c'est à celui qui entubera le plus de gens. Mais là, non, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a quand même un esprit un peu d'entraide aussi. Et enfin voilà, donc c'était très bien. C'était vraiment très bien. Je passe à la suite, donc forcément j'achèterai le tome 2. Alors, on revient sur le Black November avec Week-end entre amis de Nathalie Achard. Donc, j'ai lu pour la première semaine, hein, lecture poche, encore une fois, et vraiment, j'ai adoré cette histoire. Je m'attendais pas. Ouais, c'était sympa. Excusez-moi, je suis gênée. Hop, ouais, j'arrive pas à avancer mon siège là, voilà. Je m'attendais pas à ça. Franchement, je m'attendais à un petit thriller, limite un thriller plus ou moins domestique, on va dire. Sans prétention, je m'attendais à ce que ce soit pas foufinou. Enfin, vous allez dire pourquoi tu lis si tu t'attendais à ce que ce soit pas foufinou. Non, c'est pas ça. Disons que j'aimais bien la thématique, mais je m'attendais pas à un truc de ouf. Je m'attendais à une petite lecture sympathique. Voilà, c'est plutôt ça. Je m'attendais à une petite lecture sympathique sans prétention. Et en fait, non, c'était vraiment très très bien. Donc en fait, on suit 6 amis, 3 hommes et 3 femmes, dont 2 couples, qui se retrouvent, donc ils ont la cinquantaine, hein, ils décident, en fait, ils se sont pas vus, enfin, plus ou moins en tout cas, ils n'ont pas fait de choses ensemble depuis très longtemps. Ils se connaissent depuis le lycée, je crois, quelque chose comme ça. Et ils vont se retrouver, donc ils vont décider de s'organiser un week-end, comme le titre l'indique, hein, de s'organiser un week-end ensemble pour un peu, ben oui, voilà, passer du temps ensemble. Ils ont tous plus ou moins une vie de famille. Alors il y en a qui sont séparés, divorcés. Alors moi, ce qui m'a fait rire, c'est que oui, bah oui, évidemment, Safaya, tu te doutes, celui que c'est un thriller, c'est que ça va pas être cuit les petits oiseaux. En fait, bon, moi, ce qui m'a fait rire, c'est ils ont tous plus ou moins couché les uns avec les autres déjà de base. Je suis là, c'est quoi ces amis? Je sais pas, moi, dans mes amis, on couche pas tous les uns avec les autres. Bref, c'était marrant. Mais c'était genre, bon, voilà,
Il y en a un, il s'est tapé les trois nanas parce que, bon, il y en a une, il s'est les tapé comme ça. Après, les deux autres, c'était deux de ses femmes, en fait. L'une, il a divorcé et l'autre, il est avec elle maintenant. Voilà, et c'est tous des histoires plus ou moins comme ça. Alors, ils n'ont pas tous couché les uns avec les autres, mais quand même pas mal. Quand même pas mal, on va pas se mentir. Et du coup, mais bon, après, voilà, ils se connaissent depuis qu'ils ont peut-être 15 ans, quoi. Donc forcément, bon, bah, il s'est passé des choses et comme ils se sont jamais vraiment perdus de vue. Ouais, c'est un peu les feux de l'amour. Mais bon, tout ça, c'est le passé. Après, voilà. Là, si, remarque, c'est plus ou moins le présent aussi parce que, donc, on se rend compte que il y a un des couples, dans un des couples, il y a la nana qui trompe son mari avec un autre mec de la bande, là. Là, quand t'apprends ça au début, t'es là, oh putain, ça va être bien, ça aussi encore. Et puis, t'as une autre nana qui est en couple avec bah, justement la femme du mec qui la trompe, du coup. Si vous avez suivi, il y a deux couples. Et donc, dans les deux couples, il y a la femme de l'un qui trompe avec le mari de l'autre. Donc, les deux sont adultères, quoi, en fait. Hein, voilà. Et la femme, donc l'autre femme, celle qui est trompée, mais elle ne le sait pas, hein, elle fait du gringue à un troisième mec qui, lui, n'est pas marié, qui, lui, n'est pas en couple. Est-ce que vous arrivez à suivre? C'est complètement les feux de l'amour, oui, j'avoue. Mais le feu de l'amour version dark, quand même. Et puis, ouais, c'est sympa. Hein. Et là, tu vois les ennuis arriver, n'empêche, tu vois les ennuis arriver. Bref. Et le truc, c'est que donc, ils arrivent dans... Alors, c'est le gars qui est pas en couple, qui a accueilli tout le monde dans la maison de sa maison de famille, enfin, la maison de ses parents qui sont décédés, d'ailleurs, dont il a hérité, mais il n'y habite pas, en fait. C'est un grand domaine. Il les accueille tous là-bas. Et en fait, dès le premier soir, ils arrivent le vendredi soir, dès le premier soir, il y a un mec qui se ramène de l'extérieur, un randonneur qui fait bon, désolé, je suis perdu, machin, est-ce que je peux appeler quelqu'un et tout ça. Et au final, le gars, il reste, s'incruste un peu. Et donc, ça va encore plus foutre la merde parce qu'en plus, il y a une des nanas qui, du coup, a des vues sur lui, bref. Et en fait, ça part comme ça, et voilà, tu sais que ça va être la merde. Il va y avoir des petits trucs, des petits mots qui vont être échangés petit à petit. En plus, bon, le voyage s'est pas très bien passé, donc déjà tout le monde n'est pas de super bonne humeur, etc., etc. Et en fait, ça va être un peu l'engrenage, quoi, jusqu'à ce que ça parte complètement en couille. Et alors là, t'as les révélations et en fait, c'est marrant parce que en gros, ceux que tu pensais sains d'esprit, ben c'est les pires en fait. Parce que au bout d'un moment, tu dis putain, mais en fait, il y en a pas beaucoup qui sont sains d'esprit dans le truc, ils sont tous un peu leur casserole au cul. Et en fait, ceux qui étaient sains d'esprit, ah, t'es la merde. Bon, en fait, ok, c'est bon. Mais c'était. Voilà, c'était très très bien. Non, il est pas plombier. C'est ça, Adeline, ça fait trop ça. Alors mademoiselle, où est la tuyauterie? Non, non, mais en fait, c'est un peu un prétexte aussi. Mais du coup, voilà, c'est après, quand on va voir toutes les révélations, j'étais un peu sur le cul parce que j'avoue que je m'attendais pas à tout ça. Franchement, c'était bien fait. C'était vraiment bien foutu parce que c'est vraiment, bah oui, ça monte petit à petit, en fait, et jusqu'à ce que ça parte totalement en couille. Et c'était vachement bien. Franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et du coup, j'ai envie de lire son deuxième. Comment c'est déjà son deuxième? Tu l'as dit tout à l'heure. Les crevards. Voilà. Parce que, alors, les crevards, je pense qu'il est plus, vachement plus sérieux, entre guillemets, parce qu'elle m'avait expliqué que je crois que c'est par rapport à la prison. C'était vraiment un truc très sociétal. Alors c'est un thriller aussi, hein, mais voilà, il y avait un message un peu plus poussé dans les crevards. Il m'a l'air un peu plus dur. Celui-là, c'est vraiment plus du divertissement. Hein, c'est un thriller. Hein, c'est un thriller complètement. Hein, et voilà, c'est quand même un peu, c'est quand même un peu hardcore, mais
Mais c'est du divertissement, voilà. Mais non, c'est pas du tout un young adulte, hein. Pas du tout, du tout. Ah non, bah non, ils ont 50 ans, Viviane. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de young adultes avec des gens de 50 ans en héros. Je pense pas que les jeunes, ils ont envie de lire ça. Mais non, non, les héros, ils ont 50 ans. Et c'est totalement adulte. Voilà. On est vraiment, ça fait très, il y a un côté un peu vaudeville à la française, un peu, enfin, il y a un côté un peu, vous voyez, des films français où, voilà, où t'as une bande de potes, mais que ça part en couille parce que, il y en a un qui dit un mot plus haut que l'autre ou qui a une révélation sur un adultère ou machin, mais attends, mais Jean-Paul, il a couché avec Mireille, mon Dieu, c'est la catastrophe. Ça fait un peu penser à ça, mais sauf que bon, là, on est vraiment, voilà, on est vraiment dans le thriller, donc évidemment, ça va être plus grave que ça, mais c'était très très bien. C'était très très bien. Voilà, voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, alors, ce petit Lisa Jewell, eh ben, en fait, c'était génial. Je comprends pas pourquoi tout le monde a dit oh il est pas ouf, je saurais ton nom, mais il était trop bien au contraire, il était trop bien. Bah, pour le coup, alors je pense que Ils sont chez nous reste quand même encore au-dessus, mais voilà je renoue avec Lisa Geo. Alors c'est pas un coup de cœur hein, quand même, il y a quand même des trucs, il y a quand même des trucs, notamment quelques longueurs qui m'ont un peu gêné, tout ça, et d'autres choses aussi, mais merci Adeline. Mais c'était vachement bien, je comprends. Alors après, si je comprends, je pense peut-être comprendre pourquoi il y a des gens qui ont trouvé ça bof. Moi, franchement, là, ça y est, là, j'ai renoué avec l'autrice avec celui-ci. Parce que jusqu'à présent, à part Ils sont chez nous, que j'ai adoré, les autres, c'était soit bof, soit pas bien du tout. Voilà. Et là, du coup, je partais pas gagnante, hein, parce que quand je voyais les gens qui étaient là, ah ouais, je serai ton ombre, il est pas terrible. J'étais là, bon. Après, alors j'ai hésité. J'ai hésité en mode, est-ce que j'en lis un autre du coup? Est-ce que, voilà. Mais bon, celui-là, je l'avais en audio et j'avais envie de. Voilà, je toujours un livre audio, hein. Là, c'était mon livre audio pour cette semaine de intrafamilial, là, voilà. Et du coup, voilà, je là, bon, allez, tant pis, de toute façon, tu le lis en audio. Au pire du pire, bon, ça sera pas bien, t'as l'habitude, hein, voilà, ça sera pas très très grave. Oui, c'est sûr, Sabine. Mais bon, moi, j'avoue que jusqu'à présent, franchement, à part Ils sont chez nous, j'avais pas trop aimé ce que j'avais lu d'elle. Bah, enfin, je trouvais pas ça, voilà, bof, bof, je trouvais ça bof. Celui-là, non, mais parce qu'il y a des thématiques qui m'ont plu dedans, et puis il est très très bien construit, Je serai ton ombre. Donc en fait, on suit en parallèle, donc on suit plusieurs personnages en parallèle, en fait. Tout d'abord, une mère de famille, j'ai oublié son nom, j'ai oublié son nom, Kate, je crois que c'est Kate. Mère de famille qui, alors, ça se passe pas très très bien dans son couple, on va dire. Ils essayent un peu, voilà, il y a eu des choses problématiques et ils essayent un peu de recoller les morceaux, etc. Son mari, il est psy. Et puis, en fait, un jour, il va recevoir une lettre de Saint-Valentin. Et alors, elle veut pas l'ouvrir, mais voilà, elle est persuadée qu'il y a un truc derrière. Bon, en gros, on est dans un truc, voilà, c'est pas trop son mari, voilà. Et puis, bon, en plus, elle a 2 enfants qui sont ados, donc voilà, on est vraiment dans le truc un peu classique de la mère de famille qui s'inquiète pour son mari, qui s'inquiète pour ses enfants, enfin pour son mari, qui s'inquiète pour sa relation, disons, et qui s'inquiète pour ses enfants. Et puis, il se trouve que une amie de sa fille va être agressée. Une amie de sa fille va être agressée. Et en fait, ses soupçons à Kate vont se poser sur un voisin qui est un peu bizarre, qui s'appelle Owen. Il est un peu chelou, c'est un peu un vieux garçon. On sent que voilà, il vit avec sa tante. Voilà, on se dit bon, c'est pas un mec qui a l'habitude de fréquenter des femmes. Voilà, le cliché, vous voyez.
Et voilà, et puis il se trouve qu'un jour, une autre adolescente, donc là c'était l'amie de sa fille qui avait été agressée, mais elle veut pas en dire plus en fait. Elle dit non, mais en fait j'ai menti, c'était pas vrai, mais on comprend quand même que c'est vrai, bref. Et une autre adolescente qui habitait également dans la rue va disparaître, donc qui s'appelle Saphir. Et on va suivre justement, donc en parallèle, donc on suit Kate, ça c'est la partie Kate. On va suivre en parallèle Owen, justement, donc le point de vue de Owen, le voisin bizarre, qui lui, donc, est effectivement un vieux garçon, il ne sait pas y faire avec les filles, il est prof, et malheureusement, il va être renvoyé parce que certaines de ses étudiantes l'accusent d'avoir eu des gestes déplacés envers elle, notamment pendant des soirées, apparemment. Et donc voilà, il va être en renvoyé et du coup bah, il va sombrer un petit peu, alors pas dans la dépression, mais voilà, un peu dans le désespoir, en mode bon ben qu'est-ce que je vais devenir. Voilà, et on va suivre un peu comme ça son itinéraire. Et puis le troisième personnage qu'on suit, eh ben, c'est Saphir. Alors, pas quand elle a été enlevée, mais là on va être dans une partie dans quelques mois plus tôt en fait. Voilà, quelques mois plus tôt. Et voilà, puisque le but c'est évidemment de nous amener à comprendre pourquoi elle a disparu, bien évidemment. Et donc Saphir, il se trouve que c'était une patiente du mari de Kate. Oui, parce que tout le monde se connaît, c'est Lisa Jewell, hein, évidemment. C'est un peu, Lisa Jewell, c'est souvent un peu Desperate Housewives, hein. Et donc c'était une patiente du mari de Kate, et en fait elle va découvrir, elle, voilà, on le sait dès le début, elle va découvrir que donc le mari de Kate est infidèle. Et elle va suivre comme ça, et en fait on va suivre toute cette histoire. Bref, voilà. Et donc, ben, ça nous amène à pas mal de thématiques, tout ça. Et franchement, c'était extrêmement intéressant. Alors, le truc qui m'a gênée, et d'ailleurs pendant un moment, j'ai eu très très peur. Honnêtement, j'ai eu très très peur. C'est que, ben, on a beaucoup de compassion pour Owen. Enfin, on est censé avoir de la compassion pour Owen, et en même temps, on nous fait comprendre plus ou moins, en tout cas pendant un moment, que c'est un incel. Puis après, finalement, que non, c'est pas un incel. Vous voyez, les incels, c'est ces mecs, les éternels célibataires qui rejettent tout sur la faute des femmes. Et puis non, finalement non. Et puis alors après, on nous fait comprendre que finalement c'est un bon gars, mais du coup on se dit ouais, mais dans ce cas, ça veut dire que les accusations contre lui, elles sont fausses. Et vous savez que moi, je n'aime pas trop ce genre de choses. Et en fait, on comprend que finalement, c'est plus complexe que tout ça. C'est ça qui est intéressant avec Lisa Jewell, c'est que en fait, ces personnages, ils sont pas tout blancs ou tout noirs en fait. C'est en tout cas dans ce livre-là, on est sur quelque chose de plus complexe. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Et du coup, on va partir dans plusieurs thématiques. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu de cette thématique des incels. Ça m'a beaucoup plu. Mais d'autres choses aussi. Et alors, j'avoue que la révélation finale, je m'y attendais pas. Non, franchement, j'aurais pu, hein. J'aurais pu m'y attendre, mais je m'y suis pas attendue. Et en fait, la fin est très très glaçante. La fin est très glaçante parce que ça va au-delà de la révélation du livre, voilà pourquoi Saphir a disparu, qu'est-ce qui se passe autour d'Owen et tout ça. Ça, on a les réponses et c'est cool. Mais elle a fait un petit one more thing. Elle a fait un petit one more thing, Lisa Jewell, qui est très glaçant et qui est très en mode ah putain. Là, je vous avoue que je me suis dit putain bien ouais, Lisa là, parce que franchement c'est vraiment le genre de révélation que j'adore. Alors c'est horrible hein, mais voilà. Et franchement celui-là vraiment c'est un de ses meilleurs. Pour moi c'est un de ses meilleurs parce que là bah elle aborde comme dans Ils sont chez nous. En fait elle est bonne quand elle aborde des vraies thématiques sociétales quoi. Quand vraiment elle plonge dans la nature humaine, etc., et dans toutes ces subtilités. Et là, c'est bien. Là, c'est bien. Parce que les autres que j'ai lus, ben, je trouvais que c'était mal exploité, que c'était cliché, que c'était, je sais pas, ça me plaisait pas du tout dans les autres cas. C'était trop banal.
Alors que là, là vraiment, c'est un peu plus subtil, un peu plus profond, un peu plus construit, voilà. Donc, non, j'avais pas aimé Rentre avant la nuit. Pas du tout, du tout. Ah non, vraiment, j'ai pas aimé Rentrer avant la nuit, justement, pareil, j'ai pas compris l'intérêt. En plus, c'est dommage parce que toutes les thématiques qui étaient intéressantes, elle les a balayées et même elle est allée un peu à l'encontre de ce qu'il aurait fallu faire, en fait, je trouve. Et c'était trop cliché et c'était pas bien. C'était pas bien, franchement, j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé. Pareil dans Tout est secret, pareil, c'était cliché aussi. Et puis pareil, le message. Il y a ça aussi, c'est que. En fait, je comprends pas comment Lisa Jewell, elle peut avoir des messages finalement là très féministes, finalement. Franchement, dans Je serai ton ombre, il y a quand même des messages très féministes. Et en même temps, sortir des trucs comme Tout est secret, où c'est tout l'inverse. Et pareil, dans Rentre avant la nuit. Et je dis, ah, putain, mais Lisa, t'es une girouette, c'est quoi ton avis finalement, merde, c'est énervant quoi. Oh merci Ellie pour le raid. Bienvenue tout le monde. Merci beaucoup. Donc voilà, du coup, mais une très bonne surprise pour ce Je serai ton nom. Ah merci, coucou Ludo, recoucou. Merci pour ton abonnement. Merci beaucoup et bienvenue à la team papote. Mais moi non plus, Viviane, moi non plus, mais tu sais, il y a une différence entre rechercher le féminisme et ne pas vouloir de trucs sexistes, en fait. C'est ça le truc. Moi, je m'en fous que ce soit féministe, mais ce que je veux pas, c'est que ce soit sexiste. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, des fois, quand elle sort des trucs qui sont vraiment problématiques, qui sont, voilà, je sais pas moi, des fausses accusations, des conneries comme ça, ben ça me saoule. Voilà. Donc c'est pas parce que je regarde, il y a plein de livres dans mes livres préférés de tous les temps, Les Mémoires d'un chat, c'est pas féministe, hein, Cimetière, c'est pas féministe. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas parce que c'est pas une question de féminisme, c'est une question que il y a pas de sexisme dedans quoi, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec le féminisme. C'est juste ça quoi. Ouais, si quand même, Rentre avant la nuit, je sais pas. C'est pas que c'est sexiste, c'est que en fait ça m'énerve parce que je peux pas spoiler, mais voilà, il y a quand même une problématique. Il y a quand même un couple de filles dedans, et ça c'était très cool, mais le problème c'est qu'elle vient tout briser, quoi, et elle le fait de la façon pas la plus intelligente qui soit, quoi. Donc voilà, du coup, voilà, voilà. Donc non, je recherche pas, mais arrêtez, je recherche pas que du féminisme dans mes lectures. Ça n'a aucun sens de dire ça. Sinon, j'aimerais rien, hein, parce on est mal barré, hein, parce que des livres féministes, il y en a pas 10 000, hein, franchement, je veux pas dire, mais j'aimerais pas un dixième de ce que je lis, hein. Si je cherchais que du féminisme dans mes lectures, on serait dans la merde. Donc non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir que quand on parle de thématiques sociales, sociétales, familiales, etc., bah, ça serait bien d'éviter de faire des clichés sexistes. C'est juste ça que je dis. Voilà. C'est un peu dommage. Mais bon. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, Safaya. Je comprends ce que tu veux dire. Mais après, c'est pas le seul truc qui m'a gêné. S'il y avait que ça, franchement, je serais passée outre. Mais il y a plein de trucs qui m'ont gêné. Et là, je parle pas de sexisme ou quoi, mais c'est vraiment que j'ai pas du tout aimé l'histoire et que je trouvais que c'était trop gros et trop cliché, en fait. C'est juste ça qui m'a pas plu dans Rentre avant la nuit. Voilà. Bref, bon, tout ça pour dire que Je serai ton ombre, par contre, c'était vraiment excellent. Ensuite, alors, quand la nuit tombe, en parlant de nuit, un petit manga qui m'avait été conseillé du coup par Pauline de chez Bookin. Quand la nuit tombe de Rie Ayaka. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûre de bien lire le. Non, c'est pas Ayaka. Purée, je sais plus l'autrice, comme je vois rien. Que je dise pas de bêtises, je vais le mettre en grand pour être sûre. Pas dire de bêtises.
Je retiens pas forcément les auteurs et autrices de manga, sauf quand c'est des auteurs autrices que je connais. En même temps, c'est pareil pour les livres, hein. Mais les livres, en fait, tu les gardes longtemps, donc tu as le temps de te rappeler du nom de l'auteur ou de l'autrice, alors qu'un manga, en une demi-heure, 1 heure, c'est plié, donc forcément, c'est pas la même chose. C'est Rie Haruga. Voilà, rien à voir. J'avais que le prénom. Donc, en fait, dans ce manga, c'est un one-shot. Hein. Dans ce manga, on va suivre 2 adolescents. Est-ce que je vais me rappeler des prénoms? Je ne vais pas me rappeler de leurs prénoms non plus, évidemment. Donc un garçon et une fille, hein, on les voit sur la couverture. Et si c'est Ao, la fille c'est Ao. Et le garçon, je me souviens plus. Takumi, je crois. Et en fait, ils se trouvent, donc ils sont amis d'enfance. Voilà, ils sont amis depuis petits. Ils s'entendent très bien. Ils s'entendent même tellement bien que, voilà, on dirait un futur couple. Voilà, leurs amis se disent qu'ils vont forcément finir en couple. Coucou Solveig, je t'avais pas vu. Ah oui, je t'ai pas vu arriver. C'est pas du tout Dark Academia. Pas du tout, du tout. Et ouais, franchement, ouais, Malo, c'était, pour le coup, c'était vraiment bien. Et en fait, il va arriver un drame. C'est que, donc, le père de Ao, le père de la jeune fille, c'est je crois que c'est un chef d'entreprise. Enfin, en tout cas, voilà, il a un très bon poste et tout. Il va rencontrer la mère de Takumi, je crois que c'est Takumi, hein, je suis plus sûre. Bon, la mère du garçon, en tout cas. Et le problème, c'est que, donc lui, il est marié, hein, le père, il est marié, tout ça, voilà. Il va rencontrer la mère qui, elle, est une mère célibataire, elle élève seule son fils. Et donc, il va, lui, elle veut travailler dans son entreprise et il va lui dire, en gros, il va lui dire, bah, allons dîner et tout ça. Et bon, bah, voilà, peut-être que vous imaginez la suite parce qu'il se trouve que, voilà, la mère de Takumi, c'est une très belle femme, bon, ce qui n'explique rien, hein, mais... Et bah, le père va la droguer, en fait, enfin, ouais, si c'est ça, il va la droguer. Et il va exactement, en fait, c'est exactement comme dans La boîte noire, vous savez, ce témoignage que j'avais lu d'une autrice japonaise, qui a été une journaliste qui a été violée exactement de la même façon. Elle part dîner au restaurant avec un mec avec qui elle veut travailler, en fait, et il la drogue et il l'amène dans une chambre d'hôtel, il la viole. Bah là, c'est exactement la même chose. Le truc, c'est que, alors, ce qui est intéressant, c'est que là, ça va pas se passer comme souvent ça se passe, c'est-à-dire que immédiatement, en fait, quand elle va se rendre compte qu'elle est violée, qu'elle a été violée, la mère donc va appeler, je crois que c'est un ami avocat, il me semble, et qui va lui dire surtout garde tes sous-vêtements, machin. Enfin voilà, il va lui donner vraiment des très bons conseils. Et donc, en fait, elle va du coup avoir des preuves contre lui et il va être immédiatement arrêté. Donc ça, c'est un truc vraiment, voilà, ça sort un petit peu de l'ordinaire, on va dire, c'est que, ben oui, il va être confronté, direct, arrêté, voilà, c'est bon, on sait que c'est un violeur, il va aller en prison, etc. Voilà. Le problème, c'est que, donc, parce que ça, tout va bien, ok, super, enfin, tout va bien, sauf qu'elle a été violée quand même. Le problème, c'est que, ben, il a une fille, il a une famille, et du coup, cette histoire va rejaillir sur sa femme et sa fille, en fait, parce que forcément, bah, comme c'est la famille, elles sont complices, alors que pas du tout, évidemment. Hein. Elles sont complices, c'est horrible, voilà, c'est la femme et la fille d'un monstre. Et en plus, lui, donc Takumi, de son côté, bah, lui, il était très ami avec Ao. Et donc, du coup, on va dire, ah là là, le fils de la victime et la fille du violeur qui se parlent et tout, c'est une honte. Enfin voilà, et du coup, ça va complètement rejaillir aussi sur leur relation. Et en fait, bah voilà, j'en dis pas plus parce que sinon, je vais pas commencer à raconter tout le manga. Mais en gros, voilà, il va y avoir toute cette chape de plomb qui va leur tomber dessus et c'est comme ça qu'on va suivre un petit peu la vie de ces deux adolescents qui vont devenir adultes sous le prisme de ce qui s'est passé. Et c'était dur à lire, mais
mais extrêmement intéressant. Et c'est vrai que bah, ça nous offre autre chose. Donc là, en fait, on va être sur la thématique de, bah, des dommages collatéraux, en fait, des victimes collatérales, en fait. Parce que oui, alors évidemment, la victime principale, c'est évidemment celle qui a été violée, bien sûr, il n'y a pas de, il y a pas de débat là-dessus. Mais du coup, voilà, la femme et la fille du violeur sont plus ou moins des victimes collatérales, puisque en fait, ben, toute leur vie, même si elles s'obstinent à partir, à changer de nom et tout ça, elles sont poursuivies par cette image-là. Et c'est très dur. Et puis de l'autre côté, bah, il y a le fils aussi de la victime qui pâtit aussi de tout ça, parce que d'une part, bah, forcément, sa mère, elle a un stress post-traumatique, et d'autre part, bah, lui, il était amoureux, parce que, bah oui, de Ao, et que bah, c'est un peu compliqué dans ce contexte, quoi. Voilà. Mais oui, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, le manga, c'est un one-shot, hein, mais ça dure, mais on les suit plusieurs années après, et on voit un peu toutes les conséquences que ça a, etc. C'était vraiment bien, c'était tellement bien. Franchement, pour un one-shot, un manga, quoi, c'était vraiment très poussé, c'était vraiment très bien travaillé, c'était vraiment intéressant, ça nous offre un point de vue un peu différent aussi, voilà. D'autres perspectives auxquelles on ne pense pas toujours, comme quoi un viol, c'est un drame pour énormément de personnes. Et voilà, et comment on détruit la vie de gens juste par un acte, comment un homme a détruit la vie de plein de gens autour de lui juste pour tirer son coup, quoi. C'est un truc de fou, en fait, c'est vraiment ça la morale de l'histoire, c'est que tu te dis, putain, juste il a voulu tirer son coup, il a rien à battre parce qu'il se croyait puissant. Et c'est vrai parce que le pire, c'est que moi je me suis dit ça aussi, c'est que si elle avait pas eu la présence d'esprit d'appeler son ami avocat, etc., qu'est-ce qui serait passé? Ça aurait été sa parole contre la sienne, et évidemment ça aurait été lui, chef d'entreprise, bien sous tout rapport, marié, 2 enfants, machin truc, ou un enfant d'ailleurs, je sais plus. Lui, il a une sœur, mais elle, je sais plus. Mais voilà, enfin bref, c'est lui qui aurait eu gain de cause, c'est sûr, quoi. Et donc, du coup, il s'inquiétait pas. Et voilà. Et c'est ça la morale de l'histoire, en fait, c'est que ben, des vies sont détruites à cause de ça, quoi. C'est un truc de fou. Ah ouais, 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 ouais. Malo, ouais. J'en avais parlé effectivement dans les sorties. Je sais plus, il a dû sortir en octobre celui-là. Et du coup, Pauline, elle avait aussi acheté parce que j'en avais parlé. Et j'ai vu qu'elle avait adoré aussi, donc voilà. Et ouais, franchement, c'est très triste cette histoire en fait. C'est vraiment, c'est un peu la dépression, mais bon. Bisous Rihanna, bonne nuit, merci d'être venue. Mais je suis très contente d'avoir lu ce manga. Et bon, voilà, ben c'est les éditions Akata, hein, franchement, c'est souvent des valeurs sûres au niveau, justement, voilà, à ce niveau-là. Des mangas un peu sociétaux comme ça, ils sont très forts. Enfin, ils savent faire des bonnes sélections, disons. Voilà, c'est pas eux qui les écrivent. Bisous, bisous. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai lu Le silence de Denis Lehane. Je l'avais commencé fin du mois d'octobre et je l'ai fini. Alors, il rentrait pas dans le Black November, mais il rentrait dans Des Gommes Tapal de novembre. Je l'ai fini au début du mois. Et bah, c'était excellent, hein, c'était excellent. Alors, ce sera pas un coup de cœur non plus, parce que, comme j'avais dit, j'en avais déjà parlé vite fait, euh, j'aurais aimé. Il m'a manqué un peu d'émotion. Il m'a manqué un peu d'émotion. J'aurais même pu le mettre plus en dessous du manga. Enfin bon, après, c'est à peu près, hein, je ne vais pas dire que c'était meilleur que le manga, voilà. C'est juste un peu par rapport à mes ressentis. Il m'a manqué un peu d'émotion. La plume était un peu froide aussi, vraiment. Voilà, c'est vraiment le seul truc qui m'a manqué. Alors que vraiment, l'histoire est géniale. L'histoire est géniale. On suit. Toi, t'avais abandonné. Ouais, moi je l'ai écouté en audio aussi. Ah, moi je l'ai pas trouvé plat du tout. Pour le coup, non. Je l'ai pas trouvé plat. J'ai trouvé froid, oui, mais pas plat. Mais oui, je l'ai écouté en audio parce que c'était un SP NetGalley. C'était un SP NetGalley en audio. Donc voilà, je l'ai sorti, je me suis dit.
Mais non, j'ai adoré cette histoire. On suit donc Mary Pat, qui est une mère de famille qui a perdu son fils, qui est mort d'une overdose peu de temps avant. Et elle n'a plus que sa fille. En fait, elle s'est séparée du père de ses enfants, avec qui elle entretient pas spécialement des bons rapports, on va dire. Ils vivent... Alors attendez, c'est où? Ils sont dans un quartier... C'est à Chicago, hein, je crois. Je sais plus. Merde. J'ai tellement pas de mémoire pour ça. Bref, ils vivent dans un quartier où, voilà, un peu, tout le monde se connaît. Voilà, ils sont un peu plus ou moins solidaires les uns des autres, mais en même temps, il y a quand même quelques dissensions. Donc, elle vit avec sa fille, qui est une adolescente. Et ils apprennent que, donc c'est dans les, j'ai oublié de préciser, c'est dans les années 60. Et ils apprennent un jour que, suite aux évolutions des mœurs, on va dire, des élèves noirs vont pouvoir intégrer le lycée donc, de leur quartier, en fait, hein, voilà, en gros, et inversement, il va y avoir un échange, en fait. Des élèves blancs qui vont aller donc dans le lycée du quartier d'un côté, qui est un quartier noir. Et voilà, et du coup, sauf que voilà, les gens, forcément, du quartier blanc, ils sont pas très très contents, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des élèves noirs chez eux. Et Mary Pat, notamment, est pas très très contente, voilà, donc elle s'inquiète pour sa fille, etc. Voilà. Et puis, un jour, il se trouve que sa fille va disparaître. En fait, elle va pas rentrer. Et dans le même temps, on va retrouver, donc au moment où sa fille disparaît, on va retrouver le corps d'un adolescent noir qui devait faire son entrée justement dans le lycée, là. Et donc, on comprend plus ou moins, donc il a été tué par un métro, je crois. Et on comprend plus ou moins que ça serait un assassinat, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, ça serait pas un assassinat, c'est pas prémédité, mais voilà. Il aurait été poussé, quoi. Voilà. Et donc, voilà, tout va suivre un petit peu comme ça. Et alors, il se trouve qu'en plus, la mère de l'adolescent, c'était une collègue de Mary Pat. Voilà, donc qu'elle la connaît bien et qu'elle apprécie, en plus, une collègue noire qu'elle apprécie. Et donc voilà, et on va se retrouver un peu dans un engrenage comme ça, où voilà, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc on est évidemment en plein dans la thématique de la ségrégation, hein, voilà, totalement, et du racisme qu'il y a encore à cette époque-là, qui est très, très, très prégnant. Et puis alors, là, ça y va, hein, c'est vrai, c'était très dur, hein, c'était très très dur à lire, enfin écoutez en l'occurrence pour moi, mais c'était très très dur parce que vraiment c'était, voilà, aux chiottes les N-words. Alors les N-words, il y en a tout le long du livre, faut être, c'est trigger warning, hein, je pense que les personnes noires qui écoutent ce livre, enfin qui lisent ce livre, ils vont pas être très pumped up. Enfin, c'est pas de la faute de l'auteur. Enfin, je veux dire, l'auteur ne fait que retranscrire. Hein, voilà, c'est évidemment. Mais du coup, c'est dur. Et voilà, et c'est que des trucs comme ça. Et donc, la guerre entre ces deux quartiers là qui s'affrontent. Et grosse thématique. Et puis évidemment, la maternité, etc. Enfin, voilà, on suit une femme, Mary Pat, qui elle, en fait, finalement n'aspire qu'à une seule chose, c'est à protéger sa fille parce qu'elle a déjà perdu son fils. En plus, il y a toute la thématique aussi de la drogue, du trafic de drogue, etc. Il y a ça aussi. Elle, d'ailleurs, voilà, il y a toujours ce cliché, oui, c'est les Noirs, c'est à cause des Noirs qu'il y a des trafics de drogue, etc. Enfin voilà, il y a toujours ce truc-là aussi. Enfin bref, voilà, elle, tout ce qu'elle veut, c'est protéger sa fille. Et en fait, elle va se rendre compte qu'elle n'a pas fait comme il fallait faire, quoi. Et c'est ça qui est génial, en fait. Vraiment, il y a une grosse thématique autour de l'éducation des enfants, etc. Autour du fait que le racisme, ce soit une question d'éducation aussi. Et franchement, c'est génial. Ouais, franchement, l'héroïne, c'est vrai que j'étais à fond avec elle. Après, voilà, c'est juste, je pense, c'est dommage parce que je trouve qu'effectivement, la plume,
la plume était un peu froide et je trouve que ça manquait un petit peu d'émotion par rapport à ça. On est trop en retrait. Moi, franchement, je trouve que l'histoire est absolument génialissime. J'ai vraiment, il m'a manqué que ça pour que ce soit un coup de cœur. C'est-à-dire que j'ai pas été assez en empathie avec. Après, d'un côté, c'est normal aussi parce que bah, forcément, c'est difficile d'être en empathie avec un personnage qui est quand même un peu raciste, on va pas se mentir, hein, voilà. Mais d'un autre côté, tu comprends pourquoi, dans quelles circonstances ça se passe. Et alors, Denis Lehane, il n'excuse absolument pas le racisme à aucun moment, mais il cherche à montrer un peu bah, comment ça se passait à l'époque, en fait. Hein. Et du point de vue historique, c'est extrêmement intéressant aussi. Franchement, on apprend beaucoup de choses sur comment ça se passait en Amérique, en tout cas aux États-Unis à cette époque-là. Et franchement, c'était voilà, c'était vraiment bien. Après, voilà, c'est vrai que oui, il y a quelques longueurs et la plume est assez froide. Voilà, c'est vraiment juste ça qui a fait que c'était pas un coup de cœur, mais je trouve que c'est quand même un livre assez exceptionnel. Ouais, mais après, voilà, je comprends, hein, je comprends. Après, c'est des ressentis. Voilà, il y a pas mal de thématiques dans le livre. Ouais, j'ai vraiment aimé. Mais je comprends les gens qui n'ont pas aimé parce que, oui, en plus, c'était quand même. D'un côté, donc il y a cette plume qui est assez froide et en plus, c'était quand même assez dur et je sais pas, voilà, je peux comprendre. Il y a des thématiques. Moi, il y a des thématiques que j'aime pas trop, hein. Tout le truc de la drogue et tout ça, c'est vraiment pas mon kiff. Donc je comprends qu'il y ait des gens voilà, qui n'aient pas aimé. Après, bon, là, c'est passé crème parce qu'il y avait autre chose derrière. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas forcément le genre de roman que j'ai l'habitude de lire aussi. Donc voilà. Mais c'était vraiment bien. C'était vraiment très très bien. Il en reste plus que deux. Et bah, l'avant-dernier, enfin l'avant-dernier ou le deuxième, disons, puisque dans le sens de mes préférences, entre guillemets, c'est Burn the House Down. Je vais encore me moucher, excusez-moi. On va y arriver. Donc, Burn the House Down. Alors, c'est Miyashi Fujisawa. Je crois que c'est ça. Fujisawa. Pareil aux éditions Akata, mais comme quoi Akata, il n'y a pas à dire hein, à chaque fois. Toujours des valeurs sûres. J'ai adoré. J'ai petit coup de cœur pour ce premier tome de ce manga. Il va être en 8 tomes apparemment. Là, j'ai déjà hâte d'acheter la suite. Et vu que les chapitres ont des titres, je pense que je le lirai pour la dernière semaine. Ouais, je l'ai lu. Celui-là, je l'ai lu donc pour la thématique intrafamiliale. Du coup, oui, parce qu'on peut aussi lire des mangas hein, pour le Black November. Il n'y a pas de raison. Et oui, parce que c'est un thriller. En fait, donc dans cette histoire, on va suivre Anzu. Anzu, qui est une jeune femme qui fait des ménages. Et il se trouve qu'Anzu, quelques années plus tôt, quand elle était encore adolescente, elle a perdu sa maison. D'où le titre. Sa maison a brûlé. Donc elle vivait avec sa mère et ses deux sœurs. Donc elles ont toutes les trois s'en sont sorties. Cela dit, la mère a gardé des séquelles psychologiques de ça. En fait, il se trouve que sa mère, elle est devenue amnésique à la suite de la perte de cette maison. Elle a tellement été choquée. Elle est devenue amnésique. Juste, voilà, on sait juste que elle s'est dénoncée en disant, voilà, quand sa maison a brûlé, elle a dit c'est de ma faute, c'est de ma faute. Et a priori, voilà, la thèse qui est ressortie, c'est qu'en fait, elle avait oublié d'éteindre la gazinière et voilà, ça a pris feu comme ça. Sauf que Anzu, enfin, elle sait même pas, elle est persuadée, elle sait que c'est pas la faute de sa mère. Et donc quelques années plus tard, en fait, on va la retrouver avec sa jeune sœur aussi. A priori, elles vivent en colocation, les deux sœurs, si j'ai bien compris. La mère est à l'hôpital. Elle est toujours, voilà, parce elle souffre toujours de son amnésie. Elle reconnaît même pas ses filles, en fait, c'est dur, mais voilà, enfin, elle sait que ce sont ses filles, mais elle n'arrive pas à se rappeler que ce sont ses filles, vous voyez ce que je veux dire? Pas de souci, Sabine.
Et en fait, Anzu va se faire embaucher chez une femme pour faire le ménage chez elle. Cette femme, c'est une femme assez riche, hein, voilà, et qui se trouve être une influenceuse sur les réseaux sociaux. Hein. Ouais, c'est le principe d'une influenceuse d'ailleurs. C'est une femme qui a plus de la quarantaine, je crois qu'elle a 46 ans, quelque chose comme ça, mais qui est très belle, une très belle femme. Et en fait, voilà, elle a beaucoup de succès parce qu'elle pose beaucoup de photos d'elle bah, avec des habits de luxe, etc. Et aussi, elle montre à quel point elle entretient sa maison, etc. Enfin voilà, c'est genre un peu la femme au foyer idéale. Et donc, voilà, elle est devenue influenceuse sur cette niche-là. Et il se trouve que, bon, parce que son mari est riche, mais il se trouve qu'elle a 2 fils. Et donc l'aîné est a priori en école de commerce et le deuxième il fait médecine. Voilà, je crois que c'est ça. Non, il n'est pas en école de commerce, il travaille dans le commerce et le plus jeune fait médecine. Bref, et donc Anzu va se faire embaucher chez cette femme qui lui dit, bah voilà, vous allez faire le ménage, mais par contre, je vous préviens, vous devez garder le secret, parce qu'en fait, c'est pas elle qui fait son ménage, donc elle embauche quelqu'un pour le faire, quoi. Vous voyez le truc. Et en fait, on va vite comprendre que Anzu, elle n'est pas venue là par hasard. Parce qu'elle connaît très bien cette femme, sauf que la femme, elle, ne l'a pas reconnue. Anzu, elle n'a pas le même nom, enfin, c'est pas son vrai nom, en fait. Voilà. Et il se trouve qu'on va vite comprendre que cette femme était une personne toxique pour sa mère. Voilà. Et que potentiellement, en tout cas, Anzu, visiblement, la tiendrait responsable de la perte de leur maison. Et on ne sait pas pourquoi, comment, etc. Voilà, c'était extrêmement intéressant et surtout on va donc découvrir un petit peu, on va en savoir plus sur la famille d'Anzu, mais aussi sur la famille de cette femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, de ses 2 fils. On a quelques révélations là-dessus, etc. C'était vachement bien. Donc voilà, c'est le premier tome. Donc pour l'instant, on n'a aucune réponse, mais on a suffisamment d'éléments pour se dire que ça promet d'être vraiment très bon pour la suite. Donc voilà, j'ai très 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 envie d'acheter la suite là, c'était vraiment bien. Et voilà, j'ai bien kiffé ce premier tome. Et enfin, donc le der que j'ai préféré, si vous étiez là pendant le live de Sèvres tout à l'heure, vous avez dû voir, c'est Tu nous appartiens de JP Delaney de l'année. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré cette histoire. Franchement, je m'attendais pas à ça du tout. Je m'attendais pas à ça. Franchement, déjà, bon, le synopsis est très, très, très intéressant, c'est pour ça que je l'ai lu. Hein. Donc, en fait, c'est un couple qui a un enfant de 2 ans, il est né prématuré. Donc il a failli y rester, hein, le gamin, et finalement il s'en est sorti, donc il est en excellente santé. Et le truc, c'est que ce couple va apprendre que cet enfant n'est pas leur enfant, que en fait il y a eu un échange de bébés quand ils étaient, alors c'était pas la maternité, c'était à la section des grands, enfin dans une clinique particulière pour les grands prématurés en fait, voilà, a priori ce serait à cet endroit-là. Les bracelets, il y a eu une erreur de bracelet en fait, et donc les bébés ont été échangés. Et donc ils vont dans le même temps rencontrer le couple qui qui sont les vrais parents biologiques de leur enfant, et donc qui eux ont leur enfant biologique à eux. Voilà, vous avez compris le principe. Et donc ça, très intéressant. Donc on part sur cette thématique-là de qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Le gamin, il a 2 ans, il est encore enfin il est déjà trop grand pour qu'on fasse un échange parce qu'il s'est déjà quand même habitué à ses parents, etc. Et en même temps, il est encore assez petit pour que, enfin voilà, pour qu'on se dise, quand même, il a ses vrais parents biologiques, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, quoi, en fait, hein, comment ça se passe? Et
Et donc voilà, on part sur ce postulat-là que j'aimais beaucoup, mais moi j'étais sceptique quand même sur un truc, je me disais, bon ok, c'est super comme thématique, c'est très intéressant, je veux savoir ce qui va se passer, etc. Mais comment on fait un thriller à partir de là? Voilà, c'était vraiment ça ma question, je me disais, mais comment on fait un thriller? Parce que pour qu'il y ait un thriller, il faut quand même qu'il y ait non seulement du suspense, mais qu'il y ait un potentiel danger quelque part, qu'il y ait, enfin vous voyez, qu'il y ait un enjeu dramatique. Et là, dans ma tête, bon, le seul enjeu, c'est est-ce qu'on échange les enfants ou est-ce qu'on les échange pas? J'étais là, bon, c'est un peu faiblard quand même, hein, pour faire un thriller. Mais non, mais JP, ce brave JP, il s'est pas arrêté là. Il s'est pas arrêté là, sinon ce serait trop facile. Et sinon, effectivement, ça aurait été juste et ça aurait été un petit contemporain sur cette thématique-là et c'est tout. Mais non, évidemment, parce que ce qui va se passer, c'est que le père, alors je vais pas trop en dire, hein, mais le père le père biologique de leur enfant, il va un petit peu beaucoup s'immiscer dans leur vie et il va commencer à émettre un petit peu des griefs de oui mais bon c'est quand même mon fils et il me ressemble beaucoup, il préfère rester avec moi et bon vous voyez venir un peu le truc un peu problématique, un peu toxique et au final donc ils vont décider conjointement au début ils s'entendent super bien, il n'y a pas de souci, ils vont décider conjointement de porter plainte contre l'hôpital et contre la clinique, contre les deux en fait parce qu'ils savent pas exactement à quel moment les bracelets ont été échangés. Et sauf que tout ne va pas se passer comme prévu et voilà et il va y avoir pas mal voilà en fait ils vont se retrouver pris dans un truc auquel ils s'attendaient pas donc nos deux héros là les parents et oui voilà il va y avoir je peux pas en dire trop parce que ça spoilerait parce que moi j'étais contente d'avoir la surprise de tout ça en fait mais en même temps il fallait que je vous en dise un petit peu pour vous donner envie aussi donc non c'est pas on n'est pas sur une question de maltraitance même s'il va être question de ça mais on n'est pas là-dessus c'est une thématique plus euh, j'allais dire comme dirait Séverine plus psychopsychiatrique hein. Mais voilà, une thématique auquel on s'attend pas du tout. Franchement, c'est vraiment la thématique principale. On ne s'attend pas du tout à ça en lisant ce livre. Mais j'ai trouvé que c'était génial, que c'était super bien amené, que c'était original, que ça nous fait... En fait, franchement, je l'ai bouffé ce livre parce que c'est l'escalade de l'horreur en fait. C'est l'escalade de l'horreur dans le sens où tu te dis putain, quand tu penses que ça peut pas être pire, bah si, il y a toujours pire en fait. Et du coup, tu suis la descente aux enfers de ce couple juste parce qu'ils ont appris que c'est leur enfant n'était pas leur enfant biologique. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais c'était vachement bien. C'était page turner, c'était c'était page turner mais avec de la profondeur, avec voilà des thématiques bien pensées, un côté juridique très intéressant aussi. Hein. On va plonger beaucoup dans le juridique, mais pas de façon rébarbative, hein, je vous rassure. Mais on apprend plein de choses. On apprend plein de choses. Et puis aussi, ben ouais, voilà, tout ce côté procédural, en fait, ne fait qu'ajouter au côté, justement, très flippant, en fait, du truc. Parce que, bah oui, quand la justice s'en mêle, c'est encore plus flippant. Mais voilà, c'était... Ah, mais en fait, quand tu lis ce livre, tu fais pas mal de pronostics hein, au final, mais même si tu comprends assez vite où ça va, tu comprends assez vite où ça va quand même, mais tu t'attends pas à ce que ça aille si loin en fait, c'est ça le truc, et puis c'est. Et puis ouais, et puis la fin, alors peut-être, je dirais peut-être une petite invraisemblance un peu sur la fin quand même, mais c'est pas grave, ça passe. La fin est bien, la fin est bien. Euh, donc non, franchement, c'était vraiment, j'ai vraiment adoré ce livre, une excellente, excellente surprise. Je regrette pas de l'avoir lu. Je suis contente de l'avoir choisi pour ce Black November. Je pense que, alors c'est vrai que là, pour le coup, sans la critique de Séverine,
Honnêtement, j'y serais pas allée. Je sais que Séverine, je me base un petit peu aussi en partie sur elle par rapport au thriller domestique parce que on a un peu les mêmes goûts à ce sujet-là. Bon, moi, je suis plus thriller domestique qu'elle quand même. Je suis un peu moins difficile à ce niveau-là, mais justement, du fait que je sois moins difficile, je sais que si elle a aimé, en général, hein, pas toujours, mais si elle a aimé un thriller domestique, il y a de grandes chances que je l'aime aussi. Surtout que sur certaines thématiques, on se rejoint, donc voilà. Mais ah ouais, c'est vrai, Estelle. Ah bah là, oui, là, c'est pas mal procédural, hein, pour le coup. Il y a beaucoup de juridique, hein, dans le livre, mais c'est à aucun moment rébarbatif, hein. C'est vraiment au contraire. C'est très bien intégré dans le truc. Et puis alors, tu as des trucs distillés tout le long du livre et tu te dis, tu penses que c'est pour quelque chose et en fait tu te rends compte que bah non, c'est pas pour ça, c'est pour autre chose et c'est trop bien en fait. C'est vraiment trop bien. Ouais, la fin est excellente. La fin est excellente. Ouais, la révélation finale aussi, même si en vrai j'y ai pensé, mais après je me dis ah bon, je sais pas trop sur quel truc et après ouais en fait finalement et c'est vrai que ouais il y a des trucs tu te dis bon c'est logique, mais c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Voilà. Voilà. Ah oui, ah bah après, bon après, il faut dire aussi, Estelle, que c'est américain. Alors, c'est pas forcément non plus les mêmes lois. Et effectivement, c'est sûr, on va pas se mentir, dans les thrillers, souvent, il y a des invraisemblances à ce niveau-là, hein, c'est sûr. Après, là, on est plus dans le truc des affaires familiales, etc. Donc, je me dis, bon, euh, je pense que c'est plus ou moins crédible, mais après, voilà, j'en sais rien. Après, je connais pas, d'une, je connais pas les lois américaines, de deux, je connais pas les lois tout court à ce niveau-là. Donc, forcément, ça aide pas. Mais voilà. Ah ouais, c'est vrai. Bah, du coup, si tu le lis, Estelle, tu me diras si c'était crédible ou pas. Ça, c'est intéressant. Ça serait intéressant. Après, c'est vrai que quand tu connais rien, ça passe, quoi, du coup. Forcément. Mais voilà. Voilà. Après, ouais, pour moi, il y a un truc un peu gros sur la fin où je me dis, ouais, bon, c'est un peu facile. Petite facilité scénaristique, mais bon, ça va, ça passe, on va dire. Ouais, moi aussi, Viviane. Moi aussi, Viviane, quand. Bah, voilà, bah, comme je disais tout à l'heure sur le Girls in the Dark aussi, hein, voilà, quand le livre est bien. Et puis là, ça va parce que, bon, on va dire que ça rentre bien dans le truc, donc ça passe. Ça passe. Et ben voilà, du coup, pour cette sélection, pour ce bilan lecture, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura plu. Mes lectures du moment. Bah du coup, là, je viens de finir. J'ai fini Tout nous appartient tout à l'heure. J'ai commencé vite fait Paternoster. J'ai lu 3-4 chapitres. Donc Paternoster qui était ma dernière lecture de cette semaine. Bon, du coup, je vais déborder un petit peu, mais c'est pas grave. Ça rentre aussi dans la semaine d'après, hein. C'est un titre en un seul mot, donc ça passe. En audio, j'ai attaqué du coup Sisters de Michelle Adams. C'est ça. Que je lis aussi pour le... Bah, c'est pareil, c'est à cheval, hein, c'est thématique intrafamiliale et titre en un seul mot, donc voilà, ça marche. Et puis après, bah, c'est tout. Voilà, j'ai que ces deux livres-là en cours. Pour une fois, j'ai pas 15 000 trucs. En manga, bah, je vais essayer de lire là. Ouais, c'est con parce que c'était pour la thématique intrafamiliale aussi. Mother Parasite, je vais essayer de le lire là tout à l'heure. Voilà pour mes lectures en cours. Et la prochaine vidéo, je pense que ce sera les sorties. Je sais pas si j'ai remis un bilan lecture. Ah, peut-être. Attendez, je regarde mon petit planning. Oui, un bilan lecture, mais il y a d'abord les sorties. Non, sa prochaine vidéo, ce sera les sorties de décembre. Dans 2 semaines. Voilà. Donc, prochaine vidéo, dans 2 semaines, ce sera les sorties de décembre. Le bilan lecture, il sera juste après. Ce sera le mardi d'après. Voilà pour moi, je dis bye bye à YouTube. Bah écoutez, bonne semaine, hein, puisque je pense que vous aurez la vidéo donc le lundi. Bonne semaine et à bientôt. Ciao, ciao.